Rebonjour à toutes et à tous. Vous avez entendu l'entretien que vous a accordé Bruno Le Maire, que je remercie encore d'avoir été présent et d'avoir tenu son engagement. Et dans ce mois de l'engagement de la tribune, je reçois maintenant deux autres invités. J'ai beaucoup de plaisir d'avoir autour de moi, dans ce studio, Jean-Dominique Sénard, président du conseil d'administration de Renault. Je ne vais pas rappeler tout le pédigré de Jean-Dominique Sénard, mais notamment l'auteur du rapport qui a été cité, qu'il a rédigé avec Nicole Notat sur l'entreprise et l'intérêt général. Et un autre grand dirigeant, pas industriel, du monde des services, dans l'assurance, Pascal Demurger, qui est le président de la Maïf et qui a écrit un livre, « L'entreprise du XXIe siècle sera politique ou ne sera plus », préfacé par Nicolas Hulot, quand même. Et donc, ça veut dire que Nicolas Hulot est un peu parmi nous, si je puis dire. Peut-être pour commencer avec vous, Jean-Dominique Sénard, ce que dit le ministre, finalement, sur le bilan de la loi Pacte et de l'époque, ce changement finalement d'échelle sur cette problématique que vous avez portée, est-ce que vous la ressentez aujourd'hui comme président de Renault, comme une réalité? Est-ce que le compte y est? Est-ce qu'on est dans ce moment de bascule dans la balance vers un capitalisme à cause notamment, peut-être pas que, mais de la crise Covid? Bonjour et merci encore de m'avoir invité ce matin. C'est un honneur pour moi et franchement un grand plaisir. Sur votre question qui est absolument fondamentale, je crois que la réponse et en effet, nous sommes en train de passer à une époque différente. Vous aviez évoqué le rapport que j'avais eu la joie d'écrire avec Nicole Notat il y a 3 ans déjà, qui avait été reçu assez fraîchement, je dois dire, globalement, par le monde économique, alors même qu'il représentait déjà une tendance de fond qui allait incontestablement se renforcer. Et ce qu'on voit aujourd'hui, et je pense que Pascal Demurger pourra en témoigner, c'est que la bascule est en train de se faire. D'un scepticisme un peu aimable et poli de l'époque, on est passé aujourd'hui à une forme de conviction partagée, peut-être pas avec la même intensité partout, mais quand même, je m'aperçois aujourd'hui que les questions de raison d'être, des questions d'objet social, des questions de perspective, celles qui étaient un peu évoquées par Bruno Le Maire tout à l'heure, sont en fait au cœur des débats. Et à l'intérieur de l'entreprise, avec un grand E, on n'échappe pas à cette discussion sur le sens et la raison d'être de l'entreprise et le pourquoi nous sommes là pour préparer l'avenir. Et c'est intéressant parce que ce n'est pas que de l'entreprise que les choses viennent, ça vient du monde extérieur aussi. On a évoqué la question des investisseurs. Aujourd'hui, les investisseurs, depuis 1 an ou 2, de manière générale, ont complètement basculé dans la perspective du capitalisme, de la raison d'être. C'est intéressant parce que quand on est confronté dans les rencontres que l'on fait sur la gouvernance des entreprises, ou ne serait-ce tout simplement même que les rencontres financières avec les investisseurs financiers, le sujet de la RSE est devenu premier. C'est tout de même tout à fait impressionnant. Il va d'ailleurs y avoir les assemblées générales bientôt des entreprises cotées. Absolument. Ça va être l'un des grands sujets, les résolutions sur le climat. Et au fond, bon, je crois qu'on peut s'en réjouir, mais c'est une telle évidence. Tout le monde est en train de se rendre compte, en fait, que c'est très bien de parler de la RSE, mais en réalité, la RSE, c'est la vie de l'entreprise. Pendant très longtemps, ces dernières années, on a séparé la question de la RSE de la question de la stratégie. On voyait bien dans les gouvernances des entreprises ou des grands groupes ou autres, il y avait des comités de stratégie et puis peut-être des comités de la RSE. Et encore, cela commençait à naître. Aujourd'hui, on découvre dans le fonctionnement ordinaire de l'entreprise que c'est juste la même chose. Et qu'on ne peut absolument pas séparer la RSE de la stratégie de l'entreprise, sinon on raconte n'importe quoi, et surtout on fait des frontières qui n'ont aucun sens. Et on le voit bien dans la gouvernance. Chez Renault, on avions créé assez récemment un comité de la RSE pour nous rendre compte assez vite que le comité de la stratégie et le comité de la RSE parlaient finalement de la même chose, et que la vie de l'entreprise était totalement... Et donc vous les avez fusionnés. Et donc ils fusionnent, voilà. Et donc je trouve que c'est une image, mais qui en dit long sur le fond. Parce que, comme on le sait, la raison d'être, c'est quand même le chapeau de l'ensemble, c'est le préambule de la Constitution pour moi, pour une entreprise. La stratégie en découle, et on s'aperçoit qu'évidemment, à partir du moment où vous avez une raison d'être qui est totalement inclusive par rapport à ces questions de RSE, vous ne pouvez plus séparer les deux sujets. C'est passionnant, parce que c'est le fond de l'affaire. Et vous avez évoqué tout cela, vous avez évoqué ça sur le plan national. Je crois, et Pascal pourra en témoigner, qu'il y a une grande évolution en ce moment dans toutes les entreprises, quelle que soit leur taille. Mais il y a une évolution au niveau de l'Europe, vous l'avez évoqué avec Bruno Le Maire tout à l'heure, et ça j'y tiens beaucoup, on va y revenir. Parce que je considère que c'est là, évidemment, que nous allons pouvoir imposer un modèle qui sera un vrai ciment politique au sens de l'Europe, et que nous devons nous en occuper maintenant, et je crois que c'est possible.
On va y revenir. Alors peut-être pour se tourner vers Pascal Demurger et prolonger ce débat, dans ce livre, L'entreprise du XXIe siècle sera politique ou ne sera plus, vous parlez du rapport et de la loi Pacte, du rapport de Nota Sénard et de la loi Pacte, et vous avez une phrase que j'aime bien, parce que c'est exactement ce que vient de dire Jean-Dominique Senard, c'est la crédibilité de la démarche dépendra du niveau d'exigence fixé. Pendant très longtemps, effectivement, ces sujets-là, on avait l'impression que beaucoup d'entreprises, et il y a eu un débat au sein du patronat français, on en avait parlé avec Jean-Dominique Senard à l'époque, entre ceux qui disaient c'est plutôt, bon, qu'est-ce qui nous embête avec ça, c'était plutôt de la communication et un rapport finalement qui était caché au milieu des choses importantes comme les sujets financiers. Et puis on a l'impression, et vous-même en tant qu'assureur et militant, j'allais dire, mais assureur, mais également investisseur, aujourd'hui, est-ce que vous ressentez qu'il y a cette forme de bascule, c'est-à-dire qu'on prend les choses beaucoup plus au sérieux? Moi, je partage complètement ce que Jean-Dominique Senard disait sur cette bascule, et qui est vraiment très récente. C'est l'objet de peut-être des 2 ans là, écoulés, à peu près depuis la parution de la loi Pacte. Les choses se sont vraiment accélérées. Et de manière très concrète, matériellement, en effet, dans les entreprises, là où typiquement il y avait un service RSE rattaché à la direction de la communication, ça devient aujourd'hui une direction de la mission rattachée au directeur général. C'est ce type d'évolution. La mission du directeur général. Et ça veut dire quelque part la mission du directeur général, exactement. Et avec en effet une proximité avec la stratégie même de l'entreprise qui est beaucoup plus forte. Là où la RSE consistait quand même souvent dans les entreprises finalement à affecter une partie du résultat à des grandes causes. Des grandes causes, exactement, des grandes causes. Mais tout le reste, c'était business as usual. Aujourd'hui, la mission imprègne l'ensemble de la chaîne de valeur de l'entreprise, finalement, et l'ensemble des opérations, de l'opérationnel de l'entreprise. Et moi, j'ai le sentiment que cette évolution, elle est à la fois, bien sûr, chez certains dirigeants, pas chez tous, dictée par une conviction de plus en plus forte qu'il n'y a pas d'alternative, et que les sujets à la fois environnementaux et sociaux, s'ils ne sont pas adressés et adressés de manière très volontariste, on va arriver très vite à une impasse. Une impasse qui peut menacer la survie même de l'entreprise pour certains. Qui peut menacer la survie même qui a fait quand même un virage stratégique important. Bien sûr, absolument. Et justement, c'est la deuxième bascule et qui, pour moi, est très intéressante, c'est que même si ça n'est pas par conviction personnelle, ça devient par nécessité. Et par intérêt. Et par intérêt. Et les entreprises sont de plus en plus nombreuses, je crois, à avoir compris, à considérer que, si elles n'intègrent pas cette dimension d'engagement, de recherche d'impact positif sur la société, elles sont de toute façon face à une attente sociale qui est tellement forte aujourd'hui, qui s'exprime bien sûr à travers les clients, qui s'exprime à travers les investisseurs, Jean-Dominique le disait tout à l'heure, qui s'exprime aussi à travers les salariés qui attendent de leur entreprise qu'elle s'engage de plus en plus. Et si on ne répond pas à cette attente sociale, alors je crois que l'entreprise va au-devant de sérieuses difficultés. Alors justement, avec le président de Renault, si vous me le permettez, Jean-Dominique Senard, je voudrais vous proposer de soulever un peu le capot. On regarde ce qu'il y a dans le moteur de la RSE chez Renault. Parce que il y a les discours, et ensuite il y a la façon dont on se les approprie, on les met en œuvre. Et chez Renault, vous avez décidé carrément de mettre en œuvre une stratégie RSE. Alors qu'est-ce que ça veut dire concrètement? Et comment est-ce que vous arrivez finalement à communiquer cette transformation qui est très importante, stratégique, vous l'avez dit, à un moment où vous êtes aussi aux manettes pour préparer l'avenir de Renault, et on le sait, avec des conséquences sociales, des suppressions d'emplois auxquelles il faut se résoudre pour sauver l'entreprise. Donc, comment est-ce qu'on arrive à concilier ces deux chaînes de la RSE? Merci de poser cette question parce qu'elle est récurrente. Souvent, on nous dit, mais vous parlez de raison d'être, vous parlez de RSE, etc. Et vous avez en face de vous une transformation à mettre en œuvre et probablement des décisions importantes à prendre en termes de restructuration ou de réorganisation de l'entreprise. Comment est-ce que vous faites? Et pour moi, il n'y a pas d'opposition entre les deux. Ça fait des années que je dis que le rôle des chefs d'entreprise, c'est d'assumer cette transformation. Mais pour le faire, il faut
anticiper. J'ai ce mot à la bouche depuis pas mal de temps, parce que je crois que nous avons souffert globalement de manque d'anticipation dans nos systèmes économiques et sociaux, et qui fait que nous avons eu des situations extrêmement difficiles à gérer, parce qu'on n'avait pas anticipé le problème. Et c'était le cas chez Renault aussi. C'est le cas chez Renault, on l'a connu aussi, je l'ai connu chez Michelin, et vous savez, là, Renault n'est pas un cas particulier, c'est un cas comme un autre, mais parfois un peu plus sensible, parce que Renault c'est un bout de France, alors évidemment, parfois on a tendance à rendre la chose un peu plus visible, mais c'est le même sujet. L'absence d'anticipation conduit toujours à des problèmes majeurs, et qui sont pas mal traités, je dirais, provoquent des situations très très difficiles. Alors, pour répondre à votre question, oui, il y a une stratégie RSE, et je vous l'ai dit, c'est pour moi la même chose que la stratégie de l'entreprise. On ne distingue plus les choses. On a effectivement récemment, le directeur général de Renault, Luca De Meo, l'a exprimé très clairement à la dernière Assemblée générale, donner en quelque sorte l'ordre de bataille pour la RSE chez Renault, qui tourne autour des questions de sécurité, qui tourne autour des questions évidemment d'environnement, pour les questions d'empreinte carbone de l'entreprise, et qui tourne autour des questions d'inclusivité. Mais ces mots qui sont assez connus aujourd'hui recouvrent des réalités précises. Il y a des engagements, c'est important, on prend des engagements, sinon personne n'y croit, et en plus, il faut ensuite les respecter. Et la question, c'est pas simplement de prendre ces engagements, c'est de s'organiser pour que derrière, on puisse les suivre, les comprendre, et je dirais les adapter, les adopter dans l'entreprise. Sur tous ces thèmes, on a été très loin. Luca De Meo a été très précis là-dessus. On va aller chercher des engagements très très proches. Pas des engagements uniquement sur 2050. Des questions de décarbonation, c'est sympathique de se le dire 2050. Mais en 2050, je ne serai peut-être pas tout jeune pour voir qu'est-ce qui sera passé. C'est un peu loin. Il faut prendre des engagements dès 2025, dès 2030. Et sur tous les sujets dont vous parliez tout à l'heure avec Bruno Le Maire, sur les sujets sociaux, environnementaux et tout, il faut prendre des engagements à très court terme. Voilà. Et qu'ils soient réalistes, pour que les gens les comprennent. C'est-à-dire pour qu'ils soient opérationnels. Et qu'ils soient opérationnels, voilà. Ça, c'est l'anticipation. Vous voyez, tout est là. Alors, pour revenir à la question des restructurations. Enfin, encore une fois, ne nous cachons pas derrière notre petit doigt. Elles sont juste indispensables pour assurer la transformation d'une entreprise. Qui peut aujourd'hui nier qu'une entreprise doit se transformer pour survivre dans l'avenir? Surtout quand on est face à Tesla et face à la transition écologique. On le voit nous-mêmes, on voit sous nos propres yeux l'industrie se transformer de façon massive. La révolution numérique est quelque chose d'impressionnant. Elle a même été anxiogène pour l'entreprise, elle l'est peut-être parfois encore d'ailleurs. Tout ceci a des conséquences sociales absolument majeures. Si on ne prend pas le taureau par les cornes et que l'on anticipe pour rassurer, on va dans le mur. Et donc je crois que tout est une question de la manière, si vous voulez. C'est bien d'avoir des propos sur la RSE, sur tous les engagements que l'on peut prendre sur le plan social et autres. Maintenant, il faut la traduire dans la réalité. Et on avait souvent ces conversations ensemble qui étaient de dire on ne peut plus tricher. Aujourd'hui, je pense que dans l'entreprise, vous le confirmerez Pascal, les collaborateurs, les salariés n'acceptent plus que l'on triche. D'abord, c'est plus possible, parce qu'en plus, avec les moyens digitaux qui existent aujourd'hui, c'est instantané. Et comme en plus, il y a une forme de conscience des collaborateurs et des salariés et c'est une très bonne nouvelle, ont plutôt tendance à s'exprimer, parce qu'ils ont plus des exigences, et c'était bien qu'ils l'expriment. Si vous faites une erreur en matière de comportement, si vous faites une erreur par rapport à ce que vous avez dit dans vos raisons d'être, ça se voit tout de suite et vous êtes sanctionné immédiatement dans votre réputation. Donc je dirais que ce n'est pas possible, on ne peut plus tricher. Alors c'est plutôt encourageant parce qu'au moins ça vous met dans la ligne et puis après tout, si jamais vous vous êtes tenté à un moment ou à un autre de faire un écart par rapport aux idées que vous avez, je dirais, imprimées, eh bien vous êtes vite rattrapé par la batrouille, comme on dit. Voilà. Pascal Demurger, dans votre secteur, on a parlé un peu de l'industrie et de l'industrie automobile en particulier, dans le secteur de l'assurance aussi, il y a énormément de transformations, un peu les mêmes, digitales, même si elles ne s'appliquent pas de la même façon. Et puis il y a la question, parce qu'on parle, quand on dit de capitalisme, nouveau capitalisme, en fait c'est une vieille histoire, c'est ce qu'on appelle le capitalisme des parties prenantes. Quand vous, dans la crise, quand vous avez agi vis-à-vis de vos clients, est-ce que vous avez pensé à une problématique RSE quand vous avez décidé, notamment sur l'assurance automobile, de dire les gens ne roulent pas, je vais leur rendre une partie de l'argent qu'ils m'ont donné? Comment est-ce que vous avez pris cette décision qui a quand même surpris, voire choqué certains de vos collègues et concurrents? En tout cas, ça n'a pas choqué les consommateurs, ça n'a pas choqué les clients avaient l'air contents. Alors que ça ait choqué quelques concurrents, ça je le conçois.
j'irai peut-être pas jusqu'à dire que je m'en réjouis, mais enfin, c'était peut-être délibéré. Et donc, non, mais est-ce que donc vous considérez que c'est une mesure qui faisait partie justement de la démonstration par la preuve de vos engagements? Replaçons-nous il y a un tout petit peu plus d'un an, hein, c'est-à-dire en ce début de mois de mars 2020, mi-mars 2020, le premier confinement est annoncé. On se souvient d'ailleurs, moi j'ai un souvenir très précis des propos du président de la République qui dit en annonçant le confinement « soyons à la hauteur du moment ». Et qui appelle finalement les uns et les autres, aussi bien les individus que les entreprises, à être à la hauteur du moment. Lorsque vous êtes assureur, être à la hauteur du moment face à une crise de cette nature, ça veut dire quoi ? Ça veut dire revenir quand même sur le rôle social d'un assureur. Quel est le rôle social d'un assureur ? C'est précisément de préserver contre un certain nombre d'aléas négatifs, soit de sinistres individuels, un accident de voiture, un dégât des eaux, un vol ou que sais-je, soit un sinistre collectif, une tempête, une inondation ou une épidémie, même si c'est moins fréquent, même si on ne l'avait pas vu depuis très longtemps. Et donc, le rôle social de l'assureur, c'est bien d'être solidaire, de contribuer à essayer de rétablir les choses telles qu'elles étaient avant, de limiter les conséquences négatives de ce genre d'événements. Moi, dès le début de la crise, j'ai fixé une règle de comportement, finalement, pour la Maïf, qui était de dire « il est hors de question que nous tirions un quelconque bénéfice de la crise. Ce serait moralement insupportable et tellement éloigné à la fois de notre rôle, de notre mission, et puis de ce que nous sommes, des valeurs que nous incarnons. Il se trouve qu'une partie importante, d'ailleurs, de notre activité, c'est l'assurance automobile. Premier confinement, les gens sont chez eux, les voitures ne circulent plus, il n'y a plus d'accidents. Concrètement, 85% de baisse de l'accidentologie, du nombre d'accidents sur les routes en quelques jours. C'était immédiat. La réaction normale, c'est de se dire, est-ce qu'il est légitime que je conserve les primes d'assurance payées par les automobilistes alors que ces primes deviennent inutiles puisque je n'ai plus d'accident à rembourser. Évidemment, la réponse est relativement évidente. Un peu sous le sens, absolument. Et donc, très, très vite, dès la fin du mois de mars 2020, nous avons pris effectivement la décision de rembourser nos sociétaires de la prime automobile correspondant à une durée qu'on avait estimée à 8 semaines, on ne s'était pas trompé, de confinement. Vous en tirez quelle leçon par rapport à... J'en tire une très grande leçon, c'est que lorsque l'on est aligné, lorsque l'on prend des décisions, que l'on conduit des actions qui sont totalement alignées avec les valeurs qui sont celles de l'entreprise, avec les convictions qui sont les nôtres, avec finalement la mission, puisqu'on parle de la loi Pacte, ou la raison d'être, qui est gravée dans la constitution de l'entreprise, dans les statuts de l'entreprise. Lorsqu'il y a cet alignement, eh bien nécessairement on prend des décisions qui sont justes en réalité. On ne tombe pas à côté. Est-ce qu'on en tire, parce que c'est tout le débat, bénéfice, est-ce que ça donne à l'entreprise, et on va reparler avec Jean-Dominique Sénard, mais pour vous poser la question, également en tant qu'investisseur, est-ce qu'on en tire des performances meilleures sur le long terme ? C'est extrêmement intéressant. C'est extrêmement intéressant de voir ce qui est en train de se passer. Évidemment, c'est une mesure qui nous a coûté très cher. On parle de 100 millions d'euros, c'est-à-dire quasiment le montant de notre résultat annuel 2019. 127 millions d'euros de résultats. Effectivement, un choix pas facile à prendre. C'est un choix qui n'est pas facile. Et d'ailleurs, on voit bien qu'une entreprise serait incapable de faire ce choix si précisément elle n'a pas déjà cet alignement avec un certain nombre de valeurs et de pratiques. Donc, bien sûr, nos résultats 2020, on les a publiés il y a quelques semaines, sont passés portent une trace assez forte. On est passé de 127 millions en 2019 à 36 millions en 2020, divisé par 3,5. Moi, j'en retire d'une certaine manière une certaine fierté. C'est la preuve c'est la marque de notre solidarité. Et puis ensuite, que s'est-il passé ? Ça, c'est le coût immédiat, le coût à court terme. Dès la fin du premier confinement, dès le mois de mai 2020, on a senti
une courbe de développement qui montait de manière extrêmement forte. Une attractivité de la marque Maïf qui était considérablement renforcée. Une capacité également à fidéliser nos sociétaires qui s'est encore accrue alors même qu'elle est déjà élevée. Et nous avons au final, en 2020, alors qu'il y avait eu ces 2 mois où rien ne s'était passé, où on n'avait plus vendu de contrats d'assurance, au final, en 2020, on a des résultats de développement qui sont quasiment historiques. Et 2021 est parti sur une tendance encore supérieure. Donc oui, quand on fait des choses justes, quand on fait les choses bien, oui, à long terme, ça... On en tire profit. On en tire un bénéfice. Jean-Dominique Sénard, on en tire profit, mais néanmoins, et je voudrais vous faire commenter ce sujet, parce que on aura Emmanuel Faber avec nous tout à l'heure sur le cas Danone, qui est évidemment assez emblématique. L'une des questions, c'est de dire, est-ce que la RSE, ça va bien quand tout va bien ? Et quelque part, effectivement, c'est vertueux, ça peut créer cet alignement d'intérêts entre toutes les parties prenantes, et donc c'est bénéfique à moyen long terme dans toutes ses dimensions. Égalité homme-femme, on voit que les entreprises qui la respectent sont souvent mieux gérées, mieux gouvernées, et donc ont des profits plus stables et sont plus sécures sur le long terme pour les investisseurs. Ils le reconnaissent, il y a des indicateurs qui le montrent, participation des salariés, enfin tout ce qui est dans votre rapport démontre que oui, si on est aligné avec les intérêts de ces parties prenantes, on peut le mesurer avec d'ailleurs des critères. Nicole Notat a créé une agence pour ça, des critères extra-financiers. Mais quand ça va moins bien, alors là, on a l'impression, et c'est pour ça que je citais le cas Danone, que ça se retourne, mais avec, je dirais, l'excès inverse, c'est-à-dire on ne vous pardonne plus rien. Est-ce qu'il n'y a pas une forme de contradiction entre ce court terme et ce long terme, finalement, la question du rôle de la finance entre guillemets, sans visage? Il y a beaucoup de choses dans votre question. D'abord, mais les sujets sont complexes. Oui, mais je me permets juste de rebondir un instant sur ce qu'a dit Pascal. Et la vraie mesure de l'amélioration de la performance, ça vient de l'engagement interne de l'entreprise, enfin des équipes. Et ça, je me souviens très bien chez Michelin, lorsque la raison d'être a été publiée, partagée, etc. Il y a eu, les quelques années qui ont suivi, un engagement très très important qui se mesurait tout simplement par des critères assez simples dans la population Michelin mondiale. La performance de l'entreprise, honnêtement, a été parallèle. Alors, quelle est la part des choses? Je ne sais pas, mais enfin, je crois qu'il y a une très grande part liée à l'engagement interne. Le sentiment, oui, on est là, on sait pourquoi et pourquoi on travaille. Le sens. Du coup, oui, vraiment. Mais c'est majeur, c'est pas des mots. Je le vois chez Renault aujourd'hui, nous avons publié tout récemment, tout ça est un peu jeune, la raison d'être de Renault. Nous faisons battre le cœur de l'innovation pour que la mobilité nous rapproche les uns des autres, c'est une jolie phrase. Mais quand j'en parle maintenant dans les sites, je vois l'attention que cela apporte, le sentiment que oui, au fond, mais c'est ça Renault, tout y est, et voilà. Vous voyez ce que je veux dire ? Et derrière, c'est pas Pascal qui va me contredire, l'entreprise, elle va d'un seul coup retrouver une espèce d'élan qui est porté par les personnes. Enfin, c'est pas vous qui allez le faire. Vous êtes là éventuellement pour montrer la direction, mais en fait, la réalité, c'est l'équipe, c'est tout ce qui va se passer derrière. Donc là, je crois que c'est très important et ça Absolument. Se mesure. Et on a déjà eu 1000 fois l'occasion de le faire. Je l'ai vu aussi chez Saint-Gobain, où je suis référent du conseil. La raison d'être a été publiée récemment. Derrière, il y a un élan évident qui est en train de se faire. Donc c'est très important. Voilà. Alors, histoire de la contradiction, on revient toujours au même thème. Je ne crois pas du tout qu'il y ait contradiction dans tout cela. Oui, il y a un aspect volontariste qui est de dire il faut tenir le long terme. Et l'exemple de Pascal est remarquable. Parce que ce qu'il a fait pendant la pandémie, je le dis franchement, c'est pas parce qu'il est devant moi, c'est un modèle du genre. Et je pense qu'il a fait passer le long terme avant le court terme. Et je pense que tout le monde lui en sera reconnaissant, et surtout en interne peut-être, et tant mieux pour l'entreprise. Il faut tenir, il y a un aspect volontariste. Et là, c'est votre rôle de chef d'entreprise de marquer la direction, quitte à, évidemment, parfois être contesté, secoué, etc. Mais la direction, elle est là. Quant au cas particulier de Danone, si vous voulez, on est toujours difficile de commenter un cas personnel des choses, mais ce que je constate dans tout cela, c'est que la direction qu'Emmanuel Faber avait, je dirais, marquée de son empreinte ces dernières années n'est pas en cause. Et je n'ai entendu ni vu nulle part qu'on allait remettre en cause... son action avait même produit des performances. Donc, je disais que quand le temps est bon, on est très pour la RSE, mais quand le temps est moins bon, oui, mais il faut laisser le temps aux choses, parce que finalement, si j'ai bien compris, mais je ne suis pas interne dans l'entreprise, donc je suis incapable de commenter sérieusement, mais j'ai le sentiment que tous les plans prévus vont être exécutés, qu'en réalité, de ce point de vue-là, une continuité... Il y a une continuité. Je crois. Donc, il ne faut pas se décourager pour des cas particuliers qui sont pas
parfois un peu singulier, mais je crois fermement que quand on prend l'image globale, l'évolution est en train de se faire dans le bon sens. Mais vous avez bien compris qu'il y avait des conditions fortes pour cela. C'est pas le tout d'en parler, c'est pas le tout d'avoir un certain nombre de chefs d'entreprise comme Pascal qui mettent tout ça en œuvre, etc., avec un grand volontarisme. Si on n'est pas accompagné par un cadre qui permet à ce capitalisme dont nous parlons tous de se développer, on n'y arrivera pas. Et c'est là où le partenariat, c'est-à-dire l'écosystème entre les entreprises et les États est fondamental, parce qu'il y a un rôle politique à jouer maintenant, notamment au niveau de l'Europe, pour que les investisseurs eux-mêmes retrouvent un cadre dans lequel ils puissent investir dans des entreprises avec un certain nombre de critères qui seraient propres à certaines valeurs. Pour faire clair, il faut qu'en Europe aujourd'hui, la Commission européenne et les autorités européennes prennent des décisions très précises pour ouvrir le cadre de la réglementation des investissements afin de permettre aux grands assureurs internationaux européens, des grandes banques, etc., d'avoir des portefeuilles d'actions qui permettent donc de s'épanouir. Ils se sont restreints en disant de façon massive, devinez qui les a remplacés. C'est évidemment les investisseurs anglo-saxons qui sont arrivés avec leurs propres valeurs et leurs propres idées. En Europe, on avait pour des raisons prudentielles un petit peu fermé le robinet. Il est temps de le réouvrir. Mais il faut le faire avec des critères précis. D'où tout le débat dont on a parlé déjà sur l'information financière et extra-financière. Je mets les deux ensemble parce qu'encore une fois, les séparer, c'est très artificiel. Et là, ce débat-là, c'est la bonne nouvelle, est en train de prendre forme. Et avec en plus des décisions au niveau de l'Europe qui ont été précises, la réouverture de la directive sur l'information extra-financière est maintenant sur les rails, et on a en gros une année pour qu'on arrive à des normes qui soient véritablement européennes, fondées sur ce qu'on appelle les valeurs européennes, et qui fassent l'unanimité et surtout l'homogénéisation en Europe de ce principe à la fois de la méthode et des normes. Et là, si en un an, on arrive à faire ça, croyez-moi, l'histoire va aller très vite. Alors justement, Pascal Deslanger, est-ce que ce travail sur les normes, et est-ce que l'Europe peut prendre un leadership face au monde de BlackRock? En gros, est-ce qu'on peut avoir un monde d'un capitalisme responsable européen avec ces critères qui puissent, pour vous, qui êtes aussi un grand investisseur, servir de base de référence? Moi, j'en suis convaincu. Alors, je ne peux évidemment qu'abonder dans le sens de ce que Jean-Dominique Sénard disait sur peut-être un peu plus de clairvoyance dans les règles prudentielles qui ont été mises en œuvre ces dernières années, presque décennies, en Europe en particulier. Et bien sûr, il faut intégrer des critères de type environnementaux ou sociaux dans le calcul des normes prudentielles qui s'imposent aux banques et aux assureurs si on veut que les flux d'investissement soient drainés vers des entreprises au comportement plus vertueux. Moi, j'aurais tendance à aller au-delà. Je crois que les entreprises par nature n'iront pas de manière très volontariste vers des engagements forts en matière d'environnement ou en matière sociale si elles n'y trouvent pas une forme d'intérêt. Je pense que l'on a démontré, Jean-Dominique, chez Michelin, chez Renault aujourd'hui, pour ma part à la Maïf, je pense que nous avons démontré qu'en effet l'engagement est créateur de performance. Mais tout ça prend du temps, tout ça peut être un peu long, peut être difficile, et c'est aussi une question de conviction. Moi, je pense que les pouvoirs publics, qu'ils soient communautaires ou qu'ils soient nationaux, doivent accélérer ce mouvement. Et ça renvoie finalement au comportement de l'État à l'égard des entreprises en fonction précisément de leur comportement. C'est toute la question de la conditionnalité des politiques publiques. Est-ce que la politique fiscale doit être strictement la même en fonction du comportement réel des entreprises? Est-ce que la commande publique, les marchés publics doivent intégrer de manière obligatoire ou non des dimensions environnementales, sociales dans les critères de choix? Est-ce que les aides publiques accordées à l'économie, aux entreprises, doivent être accordées sans tenir compte
de la manière dont l'entreprise s'engage en faveur de l'environnement ou en faveur du social. Vous aurez compris que ma conviction, c'est que naturellement, les politiques publiques doivent être de plus en plus conditionnées. Et je pense que c'est à cette condition, précisément, que l'on arrivera à engager un mouvement beaucoup plus ample des entreprises. Et puis, dernier point, évidemment, les consommateurs ont un rôle majeur à jouer dans le choix qu'ils opèrent entre deux fournisseurs possibles. Et ils doivent être éclairés sur ce choix et sur le comportement réel des entreprises. On a mis en place il y a quelques années un Nutri-Score dans le domaine alimentaire. Je crois qu'il y a place demain pour une sorte d'impact score permettant de mesurer le comportement réel des entreprises. Jean-Dominique Sénard, le mot de la fin, on a 1 minute. Juste pour terminer, c'est toujours difficile sur des sujets qui peuvent être généraux, capitalisme responsable, capitalisme du bien commun. Chez Renault, justement, le client, quand même, qui sera le juge de paix, le consommateur, il faut aussi l'accompagner vers cette transition. On voit, vous avez appelé ça la Renaulution. Oui. La Renaulution, ça veut dire cette révolution industrielle de l'automobile. L'expression du directeur général de Renault qui l'a inventé, donc qui est... Rendons donc à Luca Di Meo ce qui est à Luca Di Meo. Et qui me va bien d'ailleurs, pour tout vous dire. Parce que, et qu'est-ce que ça veut dire pour vous au regard de la RSE? Un immense message d'espoir. Parce que cette Renaulution, effectivement, recouvre un ensemble je dirais, de décisions et de perspectives qui sont, je dirais, exemplaires par rapport à ce qu'on vient de dire, c'est-à-dire, au fond, une fusion entre l'amélioration de la performance économique et évidemment l'intégration de très gros engagements sur le plan de la RSE. Donc, c'est un message d'espoir et il est déjà en bonne voie, c'est ça la bonne nouvelle. Et donc, aujourd'hui, alors nous parlons, il n'y a aucune espèce de raison d'imaginer, de bifurquer par rapport à ce que nous avons mis en place. C'est en bonne voie. Renault va se redresser. Renault va retrouver la voie de ce qu'elle a toujours été, c'est-à-dire une entreprise de pointe absolument formidable. Renault sera probablement, d'ici quelques années, un exemple en Europe d'entreprise, je dirais, exemplaire en matière de RSE. Voilà, c'est trop court parce que nous ne pouvons pas en parler, mais si je pouvais vous parler je reviens vous voir choses pour en parler le plus vite possible. Et vraiment, merci beaucoup. Un grand message d'espoir. Merci Jean-Dominique Sénard, président du groupe Renault. Merci à Pascal Dumurger, directeur général, pardon, j'avais dit président tout à l'heure, du groupe Maïf. Merci d'être venu sur ce plateau en cette matinée de l'engagement et de partageons l'économie avec la tribune. Merci. Merci. Voilà, merci beaucoup.